projet l'OPEX, la vision dialectique de Huffman et la physique quantique, qui est secrétaire administratif de la Fédération nationale de la libre pensée et physicien. Bonjour à tous. Donc, dialectique et mécanique quantique, c'était le titre d'origine. C'est devenu, dans le programme, ce qui n'est pas un problème, la vision dialectique de Huffman et de la physique quantique. C'est un titre ambitieux qui a évidemment déjà été, sinon utilisé, du moins partiellement. Un peu plus fort. Je le vois d'un coup. Bon, je voudrais préciser d'emblée que mon objectif n'est pas d'apporter ici une contribution personnelle sur un sujet aussi important, mais plutôt de présenter ce que j'ai compris des positions développées par Robert Huffman dans ses conférences en 62 et 63, c'est-à-dire dans cette brochure. Naturellement, je n'aurai pas le temps, ni d'ailleurs les compétences, pour une présentation complète des idées de Huffman sur le sujet concerné. Je souhaite seulement vous inciter à lire les textes des conférences de Huffman, qui sont d'ailleurs assez faciles à suivre, même pour ceux qui n'ont que des notions élémentaires sur ces sujets. Je pense que pour traiter un tel sujet, il faut commencer par présenter ou rappeler ce qu'est une théorie physique. Une théorie physique est une construction intellectuelle qui aide à décrire le monde et donc à en utiliser les ressorts profonds. En ce sens, il faut sans doute rappeler qu'une théorie physique ne prétend pas décrire des lois de la nature, supposant qu'il y en ait, mais n'est qu'une structuration de l'image qui se fait dans notre cerveau du monde extérieur, et attention, en fonction de nos interactions avec lui. C'est ça qui est important. Donc une théorie physique n'est pas vraie ou fausse, ça a déjà été dit, mais éventuellement utile, c'est-à-dire qu'il permet entre autres des prévisions, dans des domaines qu'il faut bien préciser. Une théorie ne peut être jetée, comme on a dit tout à l'heure, que si elle est manifestement fausse sur le domaine qu'elle prétend représenter. Précisons également que les théories physiques cherchent à expliquer le comportement et l'évolution des objets physiques, mais pas leur existence. Ça, c'est très important pour la dialectique. Mais existe-t-il vraiment des lois de la nature? La nature obéit-elle à des lois? Si oui, d'où sortent-elles? Et pouvons-nous les connaître? Nos sens nous montrent qu'au moins à notre échelle, il existe des invariants dans le comportement des objets qui nous entourent. Le caillou que nous lâchons part toujours vers la Terre, avec une trajectoire que nous pouvons prévoir. Mais peut-il y avoir des lois qui soient indépendantes des objets sur lesquels elles agissent? C'est la conception de la plupart de nos concitoyens, mais elle est clairement idéaliste. Huffman l'appelle l'idéalisme objectif. D'où sortiraient de telles lois indépendantes de la matière? Huffman appelle cela l'essence spirituelle de l'univers et en fait une catégorie théologique qui sert de fondement philosophique, entre guillemets, aux religions. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la théorie physique dominante est celle qu'on appelle maintenant classique, basée notamment sur la mécanique de Newton. Elle est basée sur l'observation des phénomènes physiques à notre échelle et sépare clairement les objets matériels et les lois qui les régissent. Lois présentées comme indépendantes et existant de toute éternité. Dans ce cadre, le but du savant est de découvrir ces lois. Huffman parle de matérialisme mécanique, forme particulière d'idéalisme objectif. Dans cette philosophie issue de la physique classique, il y a un cadre immuable formé de l'espace, normalement euclidien, et du temps, considéré comme infini, ainsi que des lois de la nature. Les objets matériels se meuvent dans cet espace et ce temps qui s'imposent à eux de l'extérieur, et leur comportement doit obéir aux lois.
Dans ce cadre, les lois de la nature imposent toute évolution de manière unique, ce qui fait que le déterminisme y est total. Tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une conséquence de l'état de l'univers à un moment antérieur. Habermas cite les passages de Dialectique de la nature, et je vais le citer, dans lesquels Engels illustre ce matérialisme mécanique. Donc je cite Engels dans Dialectique de la nature. Selon cette conception, il ne règne dans la nature que la simple nécessité immédiate. Que cette cosse de petits pois contienne 5 pois et non 4 ou 6, que la queue du chien ait 5 pouces et pas une ligne de plus ou de moins, que cette fleur de trèfle-ci et non celle-là ait été fécondée cette année par une abeille et encore par telle abeille déterminée à telle époque déterminée, que cette graine de pissenlit emportée par le vent est levée et non telle autre, qu'une puce m'est piquée la nuit dernière à 4 heures du matin et non à 3 ou à 5, et cela à l'épaule droite et non au mollet gauche, tous ces faits sont le produit d'un enchaînement immuable de causes et d'effets, d'une nécessité inébranlable, la sphère gazeuse d'où est sorti le système solaire s'étant déjà trouvée agencée de telle façon que ces événements devaient se passer ainsi et non autrement. Un peu plus loin, Engels explique, avec une nécessité de cette sorte, nous ne sortons toujours pas de la conception théologique de la nature. Que nous appelions cela, avec saint Augustin ou Calvin, le décret éternel de la providence, ou avec les Turcs, le kismet, ou encore la nécessité, il importe peu à la science. Fin de citation. Cette conception a permis d'importants développements en physique classique. Elle est donc largement partagée, y compris chez les scientifiques, mais elle est devenue depuis un siècle un obstacle majeur au progrès des théories physiques actuelles. En fait, ça a été dit ce matin, toutes les avancées réalisées depuis 1900 se sont faites contre elles. L'espace-temps de la relativité restreinte, l'espace-temps courbé par la matière de la relativité générale, les ondes gravitationnelles, l'indéterminisme de la mécanique quantique et l'introduction du hasard, et même la non-séparabilité des systèmes quantiques imbriqués, qui a été également mentionné. Remarquons également qu'en tant que partie de la nature, nous sommes aussi tributaires de ce déterminisme. Dans la physique classique, nos actions, nos pensées sont de fait la conséquence univoque des états antérieurs et ne font donc qu'accompagner une évolution écrite d'avance. Tout libre arbitre disparaît, toute action mûrement réfléchie nous est en fait imposée par l'évolution générale du monde. Les succès de la physique quantique à partir de 1900 sont venus bouleverser cette situation. En mécanique quantique, il existe des particules élémentaires qui forment la matière, tout ça entre guillemets, mais leur nature est complexe, puisqu'elles peuvent se manifester comme des particules ponctuelles ou comme des ondes. Cette dualité, combinée avec le principe d'incertitude, qui a été mentionné, qui limite la précision sur les grandeurs associées, a remis en cause la notion même de matière. Notion nouvelle encore, paradoxalement, celle de mesure, qui modifie l'état du système en allouant à une grandeur donnée une valeur précise qu'il n'avait pas avant la mesure. Les lois de la mécanique quantique régissent les systèmes à une ou plusieurs particules et elles tendent vers celles de la mécanique classique à échelle plus grande. C'est un vaste domaine de recherche. Rappelons rapidement quelques principes de la mesure en mécanique quantique. À partir d'un état quelconque, un système évolue selon l'équation de Schrödinger, qui décrit les états possibles qu'il peut atteindre les instants suivants. Quand on va faire une mesure quelques instants après, par exemple sur la position d'une particule, on peut trouver en général plusieurs résultats possibles, affublés d'une probabilité. Une bonne illustration de tout cela est donnée par l'expérience dite des fentes Young, du double fente. En fait, Young est bien avant, mais on a repris sa technique. Une source, par là, envoie des particules, qui peuvent être des photons ou des électrons par exemple, sur un écran qui est percé de deux fentes parallèles. Donc on les voit comme ça. D'ailleurs, ça change un peu.
deux fentes parallèles. Un autre écran placé derrière arrête les particules passées par les fentes, supposées passer par les fentes. En mécanique classique, c'est simple. Les particules qui passent par l'une des fentes arrivent sur l'écran de réception et ils forment deux traits parallèles qui sont les ombres de chaque fente. Mais la réalité est autre. C'est pas ça qu'on voit. Et cette réalité correspond aux prévisions de la mécanique quantique. Des franges d'interférence apparaissent sur l'écran comme si c'était une onde qui avait été envoyée. C'est bien ce que prévoit l'application de l'équation de Schrödinger. Ces franges reflètent les probabilités différentes d'impact sur la zone de réception. Il y a plus d'impact au maxima des franges qu'au minimum. Un aspect très important dans cette expérience est le fait que si on diminue l'intensité du faisceau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une particule à la fois, on peut observer les impacts individuels sur l'écran, de façon aléatoire, on les voit. Et si on attend longtemps, on va se former les franges. Une autre expérience du même type a été réalisée en 1967, et Gérard Bloch l'avait d'ailleurs signalé à l'époque, je me souviens très bien. C'est celle de Flecker et Mendel, vous avez peut-être entendu parler, où on fait interférer deux lasers indépendants. On superpose les faisceaux et on arrange les paramètres pour que ça interfère. Si on diminue l'intensité des lasers jusqu'à ce qu'il n'y ait généralement qu'un seul photon émis à la fois, on retrouve les impacts élémentaires individuels, mais aussi les franges d'interférence qui se forment avec le temps, comme ici. Donc, autant ici, on ne peut pas dire que le photon ou l'électron est passé par une des fentes, autant on ne peut pas dire que dans l'expérience de Flecker et Mendel, le photon a été émis par l'un des deux lasers. La conclusion de l'expérience des fentes Young est donc que les particules, en fait, ne passent pas par l'une des fentes, mais, entre guillemets, par les deux. En fait, si on veut être précis, il faut dire que le dispositif expérimental choisi fait que le résultat de la mesure de position de la particule, par son impact sur l'écran, tient compte de l'existence de l'émission et des deux fentes, ou des deux lasers, dans le cas de Flecker et Mendel. Les franges observées après un grand nombre d'impacts relèvent d'un comportement ondulatoire de la particule, et c'est la mesure de position par l'écran de réception qui matérialise cette particule. En fait, la particule n'existe que lors de son impact. Cet impact réalise l'une des positions possibles de la particule, avec des probabilités qu'on sait calculer. Donc on voit bien ici que des conditions expérimentales identiques peuvent donner des résultats différents, ça a déjà été dit. Alors, qui décide du lieu de l'impact ? C'est intéressant. Plusieurs théories sont affrontées, ça a déjà été dit, mais je vais quand même le rappeler. Donc Einstein, De Broglie, Vigier et quelques autres ont déclaré que la théorie était incomplète et qu'il fallait chercher des variables cachées supplémentaires pour décrire la trajectoire de la particule. Mais l'expérience montre bien qu'il n'y a pas de trajectoire. Pas de trajectoire possible qui puisse inclure les deux fentes. Donc c'est bien une tentative de garder quasi complètement la mécanique classique et le déterminisme, qui deviennent ici clairement des obstacles à l'explication des résultats expérimentaux. L'école de Copenhague, par ailleurs, séparément, disons, autour de Niels Bohr, majoritaire chez les physiciens, a expliqué au contraire que la théorie était complète et qu'il n'était pas possible d'en savoir plus. Qu'il fallait donc accepter l'indéterminisme. Mais pour eux, il s'agissait d'une impossibilité de connaître complètement le réel, donc ça l'a dit. Donc il devait également, sous une forme ou une autre, exister des paramètres cachés, avec une existence de la particule tout au long de sa trajectoire, alors qu'il y en a pas, entre l'émetteur et l'écran de réception. Pour Havemann, dans ses conférences, la solution n'est pas à chercher dans cette voie, contraire à l'expérience, mais elle doit partir de l'expérience elle-même. De fait, la particule n'existe et a des propriétés mesurables que lors de l'impact, c'est-à-dire de la mesure. Lui en chercher avant, c'est refuser de partir de l'expérience, c'est vouloir triturer l'expérience en fonction d'un présupposé
qui est en fait une résurgence de la mécanique classique. Huffman nous dit que c'est similaire à la situation créée par la relativité, qui a fait disparaître l'espace et le temps absolu comme contraire à l'expérience. L'espace et le temps, comme la particule existant en permanence, sont des modèles issus de théories très utiles pour les phénomènes à notre échelle, comme pour le calcul de trajectoire des cailloux ou des boulets de canon, selon les milieux, mais inadaptés aux échelles quantiques. Ils n'existent pas et donc on ne peut pas les mesurer. L'espace et le temps sont des catégories qui ont été créées au cours de l'évolution pour pouvoir interférer avec la nature. Ce sont des formes rudimentaires de théorie physique qui sont très antérieures à l'apparition de l'homme. Chaque espèce a d'ailleurs sans doute sa conception de l'espace et du temps. Les spécialistes, que je ne suis pas, pourraient nous expliquer la différence de vision du monde entre l'homme et par exemple la mouche ou la taupe. On a la mouche avec ses gros yeux. Chaque espèce a non seulement des perceptions qui sont dépendantes de leurs organes sensoriels, mais leurs évolutions ont pu dégager des caractéristiques particulières en fonction des qualités qui leur étaient nécessaires pour survivre et se reproduire. Huffman donne l'exemple de la perception des dimensions dans l'espace. Il apparaît que l'homme perçoit mieux les dimensions des objets, des animaux ou de la Lune dans la direction horizontale que verticale, au moins pour les distances grandes et moyennes. Ceci est dû principalement au fait que dans son histoire, l'homme a été confronté à des prédateurs ou à des proies qui étaient sur Terre, donc à son niveau. La situation est différente pour les oiseaux de proie, pour les rapaces. Leur perception est meilleure verticalement pour les mêmes raisons. Huffman nous dit qu'en fonction de l'angle d'observation, l'homme a développé des capacités qui se décrivent en termes de cloche à fromage, alors que pour le rapace, c'est plutôt en pain de sucre. Il s'agit ici de la structure géométrique de l'image du monde dans l'espace psychique de notre cerveau. C'est pas le monde, ça. C'est l'image du monde dans l'espace psychique de notre cerveau. C'est cette anisotropie de notre espace psychique qui nous fait voir la Lune plus grande à l'horizon qu'au zénith, indépendamment de la météorologie. Remarquons que c'est aussi parce que notre vision du monde est bâtie à partir des phénomènes à notre échelle que nous avons du mal à comprendre, on peut même des guillemets, à comprendre la mécanique quantique ou la relativité. Notre arsenal conceptuel n'est pas adapté, et ce sont les résultats d'expériences qui nous obligent à sortir de nos images habituelles. Revenons maintenant sur la dualité onde-corpuscule. L'école de Copenhague en donne l'explication suivante, j'écris. L'image ondulatoire est celle du possible, l'image corpusculaire, celle du réel. C'est la mesure qui réalise l'une des options possibles. Toutes les expériences destinées à confirmer les principes de la mécanique quantique ont abouti à ce résultat. C'est bien le hasard qui choisit l'option retenue parmi toutes celles qui sont possibles avec leur probabilité correspondante. S'il n'y a qu'une seule mesure, on n'obtient qu'un résultat. Si on fait de nombreuses mesures, on trouve tous les résultats possibles, leur répartition étant celle des probabilités correspondantes. Tout cela est montré clairement dans l'expérience des von Neumann, mais correspond au cas général. Robert Huffman présente longuement dans une de ses conférences le sujet « hasard et nécessité ». Sans vouloir résumer sa pensée, on peut en donner quelques échos en renvoyant bien sûr à l'original, et je vous y invite. Pour Huffman, le hasard est une catégorie objective de la nature. Cela veut dire que l'incertitude que nous avons sur le résultat d'une mesure est intrinsèque à cette mesure et n'est pas due, ou pas toujours, à une déficience ou une limitation de notre théorie ou de nos moyens de prévision. Il appelle à bien distinguer les faux hasards liés à nos connaissances insuffisantes et le vrai hasard objectif. Une conséquence immédiate est que la nature est indéterministe. Le futur n'est écrit nulle part.
Il y a bien sûr des lois que nous essayons de dégager, et j'en ai parlé, et d'utiliser, mais ce sont des lois que nous avons bâties à partir des phénomènes à notre échelle. Elles permettent des prévisions dans ses limites. Notre cerveau, notre conception du monde sont imbriqués avec ces lois. En dehors de cette limite d'échelle, tout reste à faire. Il nous faudra apprendre à gérer cette indétermination. Les mêmes causes peuvent donner des résultats différents, et cela est dû aux phénomènes eux-mêmes et non à nos limites théoriques ou pratiques. Sur l'exemple des Von Jung, on peut prévoir l'apparition des franges, phénomène à large échelle, mais pas l'impact du prochain électron ou photon. Huffman insiste à la suite d'Hegel sur l'unité dialectique entre le hasard et la nécessité, sur l'unité entre la cause et la conséquence. La cause n'est cause que dans la conséquence, et réciproquement. Cette identification entre la cause et l'effet est à la base de l'évolution par transformation. L'exemple du fleuve est célèbre depuis Héraclite, d'hier. Le fleuve, d'un jour à l'autre, est toujours le même, mais l'eau que nous voyons n'est pas la même. C'est intéressant comme. Et c'est vrai pour tout, y compris pour nous, pour le corps humain. Cellules sont régénérées. Huffman explique que Hegel a bien décrit tout cela et que ça s'applique directement à la mécanique quantique. La dualité onde-corpuscule est une unité dialectique. Les deux aspects sont contradictoires et indissolublement liés. Bohr et Heisenberg ont donné la description suivante: l'image ondulatoire est l'image du possible, l'image corpusculaire est l'image du réel. Pour Hegel, un événement réel doit d'abord être possible, mais il peut ne pas se réaliser. Ce qui est possible est déterminé par la nécessité, et c'est ce que prévoient les lois de la nature. Mais les lois ne disent pas ce qui se produira. Les théories physiques analysent les relations entre les phénomènes, mais elles ne prétendent pas raconter l'histoire de la nature. Elles décrivent ce qui est permanent dans la nature, ce qui est possible, pas ce qui arrive réellement à un moment donné. En mécanique quantique, ce qui est possible est décrit par l'image ondulatoire, avec son brillant appareil mathématique et son déterminisme formel. Dans l'expérience des Von Jung, la théorie prévoit l'emplacement et l'intensité des franges, mais elle ne prévoit pas où va se manifester le prochain électron ou photon. Huffman insiste sur l'idée que le futur n'est pas écrit, que comme élément de la nature, nous pouvons donc influer sur lui. Et on va retomber sur ce que disait notre ami Huffman. C'est la base de notre liberté d'action. Chacun est plongé dans le monde et y fait sa place autant qu'il la trouve. Déjà, cette notion était présente dans la théorie de la relativité, où les catégories du passé et du futur ne sont plus absolues, mais sont liées à l'observateur. Le passé est tout ce dont on peut avoir connaissance, et le futur, tout ce qui peut être influencé par nous, et c'est donc différent de l'un à l'autre. C'est une rupture avec la mécanique de la place, où tout est écrit d'avance, et où nous n'avons pas de futur sur lequel intervenir. Huffman revient ensuite longuement sur cette notion de liberté dont dispose l'humanité et comment elle s'est manifestée au cours des âges, mais cela nous entraînerait trop loin de notre sujet. Et on tombe dans la question de la métaphore qui a été discutée tout à l'heure. Juste pour conclure, je ne peux que vous encourager à lire Huffman dans le texte, en particulier la conférence numéro 7 du 29 novembre 1963. Je vous remercie de votre attention.